Elle fuyait son ex et s'est jetée dans le premier balcon de la fête. Sans s'en rendre compte, elle s'est repliée entre les jambes d'un inconnu. Mais l'homme était un milliardaire connu pour être intouchable. Et elle a éveillé en lui quelque chose que personne n'a jamais réussi à faire. Qu'en pensez-vous de cette histoire? Commentez, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et dites-nous de quelle ville vous nous regardez. Je vous promets que ce sera la meilleure histoire que vous entendrez de votre vie. Si cette histoire vous a ému, en tant qu'auditeur premium, il y a des romances encore plus profondes, intenses et secrètes. Ce sont des histoires que seuls les membres les plus intimes connaissent. Cliquez sur « Devenir membre maintenant » et écoutez les meilleures histoires exclusives à un prix abordable. Le refuge du jazz était le bar le plus charmant et authentique de Montmartre parisien. Avec ses murs de briques apparentes, décorés de vieilles photographies de Paris et ses lumières jaunâtres qui créaient une atmosphère nostalgique, l'endroit attirait aussi bien les touristes que les Parisiens de souche. C'était un jeudi comme un autre, avec le son du saxophone remplissant l'ambiance et le bourdonnement des conversations se mêlant au rire des habitués. Pour Delphine Aubert, 27 ans cependant, cette soirée était loin d'être ordinaire. Ses doigts tremblaient, tandis qu'elle équilibrait le plateau de bière fraîche, et ses yeux, d'un brun profond qui transmettaient habituellement de la joie, ne reflétaient maintenant que de la peur. Elle travaillait comme serveuse depuis 2 ans au refuge, suffisamment longtemps pour connaître chaque recoin de l'établissement, chaque client habituel et surtout toutes les issues de secours possibles. « Voici votre bière, monsieur », dit-elle, essayant de garder une voix ferme tout en servant un homme d'âge moyen. Ses yeux, cependant, ne cessèrent de surveiller l'entrée du bar. Henri Dubois était un homme qui n'acceptait pas non comme réponse. Pendant les 10 mois de leur relation, Delphine l'avait appris de la pire façon possible. Au début, c'était juste des commentaires sur ses vêtements et sur les personnes avec qui elle parlait, puis des appels incessants pour savoir où elle se trouvait. Enfin vinrent les bousculades, les cris et les menaces. Quand elle avait finalement trouvé le courage de mettre fin à leur relation il y a 3 semaines, Henri avait promis qu'il ne la laisserait jamais en paix. « Tu n'as toujours pas compris, Delphine. Tu es à moi. Tu le seras toujours. » Ces mots résonnaient dans son esprit, tandis qu'elle continuait à travailler, essayant de maintenir une apparence de normalité. Mais elle savait qu'il viendrait. Il venait toujours. Henri avait découvert. Son lieu de travail la semaine précédente et depuis lors apparaissait par coïncidence presque tous les soirs. Son patron, M. Albert, un homme aux cheveux grisonnants et au sourire facile, remarqua son inquiétude. « Tout va bien, ma petite? Tu es plus pâle que la mousse de cette bière. »« Tout va bien, M. Albert. Juste un vilain mal de tête. » Mensonge. Rien n'allait bien. Plus tôt, Henri lui avait envoyé un message qui avait glacé son cœur. « Aujourd'hui, je viens te chercher après ton service. Inutile de fuir. » C'est alors que la porte du refuge du jazz s'ouvrit, et Delphine eut l'impression que tout l'oxygène était aspiré de la pièce. C'était lui. Henri entra d'un pas ferme, son regard parcourant l'établissement jusqu'à ce qu'il la trouve. Un sourire qui n'atteignait pas ses yeux se forma sur ses lèvres. La panique s'empara de Delphine. D'un élan, elle se retourna et marcha rapidement vers la zone la plus sombre du bar, où peu de clients avaient l'habitude de s'asseoir. C'est alors qu'elle remarqua un homme assis seul à une table d'angle. Grand, aux épaules larges, barbe, de 3 jours et yeux verts intenses qui semblaient observer tout autour avec attention. Il y avait quelque chose de différent chez lui, une aura de mystère et en même temps de sécurité. Sans réfléchir à 2 fois, Delphine se jeta pratiquement sous la table, entre les jambes de cet inconnu, priant pour que la longue nappe qui couvrait la table la dissimule. L'homme écarquilla les yeux, surpris par cette soudaine invasion de son espace personnel. « S'il vous plaît, » chuchota-t-elle, la voix étranglée par la peur. « Ne dites rien, il va me faire du mal. » L'inconnu, qui semblait complètement détendu quelques secondes auparavant, se redressa immédiatement sur sa chaise. Ses yeux verts captèrent la terreur authentique sur son visage, puis remarquèrent l'homme qui venait d'entrer, cherchant quelque chose, ou quelqu'un, d'un regard obsessionnel. « Restez calme, » murmura-t-il, sa voix grave et étonnamment réconfortante. « Je ne laisserai rien vous arriver. » Pendant un bref moment, Delphine se permit de croire ses paroles. Qui était cet homme? Pourquoi, même en étant un parfait étranger, sentait-elle qu'elle pouvait lui faire confiance?
Je m'appelle Charles, dit-il, comme s'il pouvait lire dans ses pensées. Et il semble que vous soyez en difficulté. Henri s'approchait, vérifiant chaque table, chaque recoin du bar. Delphine retint sa respiration, sentant les larmes brûler ses yeux. Alors qu'il n'était qu'à quelques tables de distance, Charles fit quelque chose d'inattendu. Il se pencha légèrement et parla assez fort pour être entendu. « Chérie, peux-tu m'apporter un autre mojito? Celui-ci est délicieux. » Delphine le regarda confuse, jusqu'à ce qu'elle comprenne qu'il créait une façade, prétendant qu'elle était sa petite amie qui s'était baissée pour ramasser quelque chose. Le contact de Charles sur son bras était doux, mais suffisamment ferme pour transmettre de la sécurité. « Oui, bien sûr, » répondit-elle, entrant dans le jeu. « Je reviens dans une minute. » Pendant ce temps, Henri poursuivait sa recherche, de plus en plus irrité de ne pas la trouver. Monsieur Albert, qui observait la scène de loin, comprit que quelque chose n'allait pas. Des années à travailler. Dans des bars lui avaient appris à reconnaître les problèmes avant même qu'ils ne surviennent. « Je peux vous aider, mon garçon ?» demanda Monsieur Albert, s'approchant d'Henri avec un sourire cordial, mais les yeux alertes. « Je cherche Delphine. Elle travaille ici. »« Ah, Delphine est partie plus tôt aujourd'hui. Elle ne se sentait pas bien, la pauvre. Forte fièvre. J'ai envoyé la petite chez elle. » Henri plissa les yeux, méfiant. « Impossible. Je viens de la voir ici. Vous avez dû la confondre avec une autre serveuse. Nous avons plusieurs brunes ici, » insista Monsieur Albert, gardant son calme. « Puis-je vous offrir un verre pendant que vous attendez ?» Pendant que les deux hommes discutaient, Charles aida discrètement Delphine à sortir de sous la table et la conduisit vers un couloir étroit qui menait à l'arrière du bar. Elle tremblait tellement qu'elle pouvait à peine marcher. « Respirez. »« Profondément, » dit-il, la tenant par les épaules. « Cet homme, c'est votre ex. » Delphine acquiesça, incapable de contenir les larmes qui coulaient, maintenant librement sur son visage. « Il n'accepte pas la fin de notre relation. Il me menace constamment, me suit. J'ai peur de ce qu'il pourrait faire. » Quelque chose dans le regard de Charles changea. Une ombre traversa son visage, comme si les paroles de Delphine avaient réveillé des souvenirs douloureux. « Je connais bien ce genre de personne, » murmura-t-il, plus pour lui-même que pour elle. Puis, la regardant dans les yeux, il ajouta « Vous n'êtes plus seul maintenant, je vais vous aider. » Ce fut à ce moment que Delphine ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas éprouvé depuis longtemps, l'espoir. Il y avait quelque chose chez cet étranger, ce Charles, qui la faisait se sentir protégée, même au milieu du chaos qu'était devenu sa vie. Et tandis qu'elle entendait la voix altérée d'Henri se disputant avec Monsieur Albert, elle réalisa que, d'une manière ou d'une autre, sa vie venait de changer complètement. Delphine et Charles restèrent dans le couloir étroit qui menait à l'arrière du refuge du jazz. Le bruit de la musique et des conversations semblait distant, comme s'ils étaient dans un monde à part. À travers une petite fente dans la porte, Delphine pouvait voir Henri se disputer avec Monsieur Albert, qui maintenait fermement son histoire selon laquelle elle était partie plus tôt. « Votre patron semble être un homme bien, » commenta Charles, observant la scène. « Monsieur Albert est comme un père pour moi, » répondit Delphine, séchant ses larmes avec le dos de ses mains. « Il m'a accueilli quand je suis arrivé à Paris sans connaître personne. Il m'a donné un emploi, m'a aidé à trouver un endroit où habiter. » Tout en parlant, Delphine essayait de comprendre pourquoi elle partageait des informations personnelles avec un parfait inconnu. Peut-être était-ce le choc, peut-être était-ce le soulagement momentané d'être loin d'Henri, ou peut-être y avait-il quelque chose dans les yeux verts de Charles qui transmettait une compréhension qu'elle trouvait rarement. « Et vous ?» demanda-t-elle, soudainement consciente de la proximité entre eux dans le couloir étroit. « Que faites-vous seul dans un bar un jeudi soir ?» Un sourire discret apparut sur le visage de Charles, illuminant brièvement ses traits sérieux. « Je suis architecte. Je viens de revenir à Paris après avoir vécu 5 ans à Lyon. Je me remémorais simplement le bon vieux temps. Ce bar était l'un de mes préférés. » Il y eut une petite pause, comme s'il décidait combien en révéler. Puis il ajouta « En fait, je travaille sur un projet de restauration de maisons historiques ici à Montmartre. C'est ce qui m'a ramené. » Quelque chose dans la façon dont Charles parlait, mesurant ses mots, gardant une certaine distance, fit comprendre à Delphine qu'il y avait plus dans son histoire que ce qu'il racontait. Mais qui était-elle pour questionner? Après tout, elle venait de se cacher sous la table d'un inconnu.
Le bruit de verre brisé interrompit la conversation. Henri avait renversé un verre au comptoir, sa frustration évidente. Delphine fit instinctivement un pas en arrière, comme si elle pouvait se cacher encore plus. « Il n'abandonnera pas si facilement », murmura-t-elle, la peur revenant avec force. Henri est têtu, obsessionnel. Il va attendre dehors, j'en suis sûr. Charles l'observa un moment, pensif. Puis, il sortit son téléphone de sa poche. « Je vais appeler un ami, il peut nous aider. »« Un ami ?» Delphine fronça les sourcils, méfiante. « Quel genre d'ami ?»« Le genre qui sait comment gérer les situations compliquées, » répondit Charles, énigmatique. « Faites-moi confiance. » Confiance. Un mot si simple et en même temps si difficile pour Delphine. Après tout ce qu'elle avait vécu avec Henri, faire confiance à quelqu'un, surtout à un homme qu'elle venait de rencontrer, semblait presque impossible. Mais que pouvait-elle faire d'autre? Elle était coincée. D'accord, accepta-t-elle finalement. Charles composa un numéro et s'éloigna légèrement pour parler. Delphine l'observa du coin de l'œil, remarquant comment ses larges épaules bougeaient tandis qu'il gesticulait, parlant à voix basse. Il y avait une force tranquille en lui, quelque chose qui la faisait se sentir protégée, même au milieu du chaos. « Dans 10 minutes, dit-il, revenant près d'elle. « Mon ami sera à l'entrée arrière avec la voiture. Nous pourrons sortir sans que votre ex nous voie. »« Où allons-nous » demanda Delphine, l'anxiété montant à nouveau. « Dans un endroit sûr, » assura Charles, « où il ne pourra pas vous trouver. » À ce moment, la porte qui séparait le couloir de la salle principale s'ouvrit, et M. Albert apparut, le visage préoccupé. « Petite, ce garçon est un problème, » chuchota-t-il. « Il a refusé de partir. Il dit qu'il va t'attendre sortir, même s'il doit rester toute la nuit. » Delphine sentit son estomac se nouer. « Je le savais, il n'abandonnera pas. »« Monsieur Albert, » intervint Charles, tendant la main à l'homme plus âgé. « Je suis Charles Mercier. J'essaie d'aider Delphine. J'ai un ami qui vient nous chercher par l'arrière. » Monsieur Albert serra la main de Charles, l'analysant avec des yeux expérimentés qui avaient vu beaucoup de choses en des décennies de travail dans les bars. « Je connais votre père, » dit Monsieur Albert, surprenant autant Delphine que Charles. « Robert Mercier, n'est-ce pas? Un grand homme. Si vous êtes son fils, je peux être tranquille. » Charles sembla momentanément déconcerté, mais acquiesça. « Oui, c'est lui. » Delphine regarda l'un puis l'autre, confuse. Qui était Robert Mercier? Et pourquoi Charles semblait-il si mal à l'aise à la mention de son père? « Je vais distraire ce type, » continua M. Albert. « Sortez par l'arrière, et Delphine, ne t'inquiète pas pour le travail. Prends quelques jours pour te calmer. Ta sécurité est plus importante. » Avec une étreinte rapide à M. Albert, Delphine ressentit une vague de gratitude. Ensuite, elle et Charles suivirent le couloir jusqu'à une petite porte qui donnait sur une ruelle mal éclairée à l'arrière du bar. La nuit parisienne était chaude et humide, typique de l'été qui approchait. Le ciel, parsemé d'étoiles qui luttaient pour être vues à travers la pollution lumineuse de la ville, semblait les observer en silence. Delphine serra son propre corps, se sentant étrangement vulnérable hors du bar. « Votre ami va mettre longtemps ?» demanda-t-elle, regardant nerveusement des deux côtés de la ruelle. « Non, il devrait arriver, » répondit Charles, également alerte. « Vous allez bien? Besoin d'eau, de quelque chose à manger ?» La préoccupation sincère dans sa voix toucha Delphine. Depuis combien de temps quelqu'un n'avait-il pas montré un réel intérêt pour son bien-être? Henri feignait toujours l'inquiétude, mais c'était juste une façon de la contrôler. « Je vais bien, merci, juste... » effrayé. Charles s'approcha, hésitant, comme s'il craignait d'envahir son espace. « C'est compréhensible, mais je veux que vous sachiez que vous n'êtes pas seul dans cette situation. Je vais vous aider à résoudre ce problème. »« Pourquoi ?» La question s'échappa avant que Delphine ne puisse la retenir. « Pourquoi m'aidez-vous? Vous ne me connaissez même pas. » Pendant un moment, Charles sembla perdu dans ses pensées, ses yeux verts fixés sur un point distant. « Disons que je comprends ce que c'est de se sentir piégé, » répondit-il finalement. « Et peut-être que j'essaie de compenser pour les fois où je n'ai pas pu aider quand je l'aurais dû. » Il y avait une douleur ancienne dans ses paroles, quelque chose que Delphine reconnut instantanément, car elle portait elle-même des cicatrices similaires. Avant qu'elle ne puisse répondre, des phares illuminèrent la ruelle, et une voiture noire s'arrêta silencieusement près d'eux. La vitre s'abaissa, révélant un homme d'environ le même âge que Charles,
avec des cheveux foncés coupés courts et des yeux perspicaces qui semblaient évaluer la situation en quelques secondes. « Montez vite », dit-il, déverrouillant les portes. Charles ouvrit la porte arrière pour Delphine, puis s'assit sur le siège passager. Dès qu'ils furent à l'intérieur, la voiture démarra, laissant le refuge du jazz derrière eux. « Delphine, voici Mathieu, mon ami d'enfance et l'avocat le plus têtu de Paris », présenta Charles. « Assez têtu pour répondre à ton appel désespéré à 10 heures du soir », répliqua Mathieu, regardant dans le rétroviseur. « Ravi de vous rencontrer, Delphine, même si les circonstances ne sont pas les meilleures. » Il y avait quelque chose de réconfortant dans la dynamique. Entre les deux amis, une familiarité qui parlait d'années d'amitié et de confiance mutuelle. Pour la première fois depuis qu'Henri était apparu au bar, Delphine sentit qu'elle pourrait, en effet, être en sécurité. « Où allons-nous » demanda-t-elle, observant les rues de Montmartre passer par la fenêtre. « À mon appartement à Saint-Germain » répondit Charles. « C'est un endroit sûr et plus important, votre ex ne le connaît pas. »« Mathieu, vous êtes avocat » demanda Delphine, se rappelant la présentation de Charles. « Oui, spécialisé en droit civil et cas de violence domestique » répondit-il, manœuvrant la voiture avec habileté dans la circulation nocturne de Paris. « Ah, d'après ce que Charles m'a raconté rapidement, vous pourriez avoir besoin d'une ordonnance de protection. » Delphine déglutit. Ordonnance de protection. Jusqu'à présent, elle avait géré Henri seul, l'évitant, changeant de numéro, modifiant ses itinéraires. L'idée de chercher une protection légale semblait à la fois libératrice et terrifiante. « Je ne sais pas si j'en ai le courage, » admit-elle, baissant les yeux. « Vous avez eu le courage de le fuir aujourd'hui, » observa Charles, se tournant pour la regarder. « C'est déjà un énorme premier pas. » Alors que la voiture se dirigeait vers Saint-Germain, Delphine ressentit un étrange mélange de peur et d'espoir. Là, entre deux inconnus qui, inexplicablement, avaient décidé de l'aider, elle se demandait si elle trouverait enfin un moyen de se libérer d'Henri. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que cette nuit marquait seulement le début d'un voyage qui révélerait des secrets non seulement sur Henri, mais aussi sur Charles, Mathieu et étonnamment sur elle-même. L'appartement de Charles à Saint-Germain surprit Delphine. Situé au 10e étage d'un immeuble moderne avec vue sur la Seine, l'espace était vaste et minimaliste, avec des meubles design et de grandes fenêtres qui, pendant la journée, inonderaient certainement la pièce de lumière naturelle. Des murs blancs exhibaient des plans architecturaux encadrés et des photographies en noir et blanc de bâtiments historiques de Paris. « Désolé pour le désordre », dit Charles, allumant les lumières et révélant un appartement parfaitement rangé. « Je suis encore en train de m'installer depuis mon retour de Lyon. C'est ça le désordre pour toi ?» demanda Mathieu, amusé, en posant les clés de la voiture sur la table basse. « Delphine, il a toujours été comme ça. À la fac, sa chambre ressemblait à une salle d'exposition de meubles. » La familiarité entre les deux hommes apporta un peu de légèreté à l'atmosphère tendue. Delphine sourit timidement, se sentant encore comme une intruse dans cet espace inconnu, aussi accueillant soit-il. « Asseyez-vous, s'il vous plaît », invita Charles, indiquant le canapé en cuir gris. « Je vais préparer un thé. Ou préférez-vous un café? De l'eau ?»« Un thé serait parfait, merci », répondit-elle, s'installant sur le canapé. Pendant que Charles se dirigeait vers la cuisine, Mathieu s'assit dans le fauteuil en face de Delphine, son expression devenant plus sérieuse et professionnelle. « Charles m'a expliqué superficiellement la situation, mais j'ai besoin de mieux comprendre pour pouvoir vous aider. » commença-t-il, sa voix calme et mesurée. « Vous sentiriez-vous à l'aise de m'en dire un peu plus sur ce qui se passe ?» Delphine respira profondément, entrelaçant ses doigts sur ses genoux. Par où commencer? Comment résumer des mois de peur et de manipulation? J'ai rencontré Henri il y a un peu plus d'1 an, commença-t-elle, sa voix basse. Il est ingénieur, travaille dans une grande entreprise de construction. Au début, tout était parfait. Il était attentif, gentil, me faisait me sentir spécial. Sa voix faiblit légèrement. Le contraste entre l'Henri qu'elle avait initialement connu et l'homme qu'il était devenu la déconcertait encore. Mais, après quelques mois, les choses ont commencé à changer. D'abord, c'étaient des commentaires sur mes vêtements, puis sur mes amis. Il a commencé à apparaître par surprise à mon travail, à vérifier mes messages. Mathieu acquiesçait, écoutant attentivement sans l'interrompre. D'une certaine façon, sa présence calme rendait plus facile pour Delphine de continuer. Quand j'ai essayé de rompre la première fois,
Il a pleuré, supplié, promis de changer. Et j'ai cru. Elle secoua la tête, comme si elle se réprimandait, elle-même. Mais ça n'a fait qu'empirer. Les bousculades ont commencé, puis les gifles, toujours suivies. D'excuses et de promesses que ça n'arriverait plus jamais. Charles revint de la cuisine avec un plateau contenant 3 tasses de thé, mais s'arrêta en entendant les paroles de Delphine. Ses yeux rencontrèrent ceux de Mathieu, une communication silencieuse passant entre eux. Il y a 3 semaines, après un épisode particulièrement effrayant, j'ai réussi à rompre définitivement, continua-t-elle, acceptant la tasse que Charles lui offrait avec des mains légèrement tremblantes. Mais Henri n'accepte pas. Il appelle constamment, apparaît dans les endroits que je fréquente, envoie des messages menaçants. « Avez-vous gardé ces messages ?» demanda Mathieu, se penchant légèrement en avant. Delphine acquiesça. « J'en ai quelques-uns. D'autres, je les ai supprimés dans des moments de panique. » « Et qu'en est-il des témoins des épisodes de violence ?» Elle baissa les yeux, honteuse. Il a toujours été prudent, jamais devant d'autres personnes. Un silence pesant plana dans la pièce, brisé seulement par le son distant de la circulation 10 étages plus bas. Charles, qui était resté debout près du canapé, s'assit finalement à côté de Delphine, maintenant une distance respectueuse. « Ce que vous venez de faire aujourd'hui, Delphine, était incroyablement courageux, dit-il, sa voix douce mais ferme. Beaucoup de personnes ne parviennent pas à franchir ce pas. » Quelque chose dans la façon dont Charles parlait, pas avec pitié, mais avec un respect sincère, toucha profondément Delphine. Elle leva les yeux, rencontrant son regard, et sentit une connexion inexplicable, comme s'il comprenait vraiment ce qu'elle traversait. « Avec les messages que vous avez gardés et votre témoignage, nous pouvons demander une ordonnance de protection, » expliqua Mathieu, reprenant le ton professionnel. « C'est un document légal qui interdit à Henri de s'approcher de vous, de votre résidence et de votre lieu de travail. »« Et s'il ne la respecte pas ?» demanda Delphine, sceptique. « Les papiers n'avaient jamais empêché Henri auparavant. »« Alors il commettra un délit et pourra être arrêté, » répondit Mathieu. « De plus, nous documenterons tous les contacts indésirables à partir de maintenant. Chaque appel, chaque message, chaque apparition. » Le téléphone de Delphine vibra dans son sac, la faisant sursauter. Avec hésitation, elle le prit, anticipant déjà ce qu'elle verrait. C'était Henri comme prévu. « 15 appels manqués, » murmura-t-elle, montrant l'écran à Mathieu. « Et plusieurs messages. » Mathieu tendit la main. « Puis-je » Après une brève hésitation, Delphine déverrouilla le téléphone et le donna à l'avocat qui commença à lire les messages avec une expression grave. « C'est excellent pour notre cas, » dit-il, bien que son ton ne corresponde pas aux mots. Clairement menaçant et obsessionnel. Pendant que Mathieu continuait à analyser le téléphone, Charles se leva à nouveau, inquiet. Il marcha jusqu'à la fenêtre, regardant la vue nocturne de la Seine. « Vous avez mentionné un épisode particulièrement effrayant qui vous a fait rompre définitivement, » dit-il, encore dos à la pièce. « Que s'est-il passé, si ça ne vous dérange pas de raconter ?» La question prit Delphine par surprise. Elle parlait rarement de cette nuit-là, même à ses amis les plus proches. Le thé dans sa tasse semblait soudain extrêmement intéressant et elle fixa son regard sur le liquide ambré. « C'était après une fête dans son entreprise, » commença-t-elle, sa voix presque un murmure. « Henri a pensé que je flirtais avec qu'un de ses collègues. Ce n'était pas le cas, bien sûr. Le gars m'avait simplement demandé quel livre je lisais. » Elle respira profondément, les souvenirs douloureusement vifs. Sur le chemin du retour, il est resté silencieux, ce silence que je connaissais déjà, qui précédait toujours quelque chose de mauvais. Quand nous sommes arrivés à l'appartement, il a explosé. Il a dit des choses horribles, a cassé des objets. Ses mains serrèrent la tasse si fort que les jointures de ses doigts devinrent blanches. Il m'a acculé contre le mur et a dit que, s'il ne pouvait pas m'avoir, personne ne m'aurait. C'était la première fois que j'ai vraiment senti qu'il pourrait aller trop loin. Charles se retourna de la fenêtre, son visage un masque d'émotion contenue. Il y avait quelque chose dans ses yeux, une compréhension, profonde, presque personnelle, de la situation de Delphine. « Comment avez-vous réussi à sortir ?» demanda-t-il, sa voix rauque. Une voisine a entendu le bruit et a appelé le gardien. L'interruption a donné à Henri le temps de se calmer et à moi la chance de sortir de là dès l'aube, pendant qu'il dormait. Mathieu, qui avait arrêté,
d'examiner le téléphone pour écouter le récit, échangea un regard significatif avec Charles. « Delphine, cette voisine ou le gardien témoignerait-il en votre faveur ?» demanda Mathieu. Elle secoua la tête. « J'en doute. Le gardien est nouveau dans l'immeuble et la voisine? Eh bien, Henri a toujours été très charmant avec les autres. Il croirait probablement que c'était juste une dispute de couple. » Mathieu soupira, mais ne perdit pas sa posture déterminée. « Nous avons toujours les messages. Et nous pouvons obtenir des témoignages de personnes du bar. Votre patron, par exemple, sur son comportement aujourd'hui. » Un silence pensif tomba sur le trio. Delphine sentait le poids de la journée sur ses épaules, la fatigue physique et émotionnelle se manifestant finalement. Charles sembla le remarquer. « Vous devez être épuisé, dit-il gentiment. J'ai préparé la chambre d'amis pour vous. Demain, la tête plus claire, nous pourrons continuer cette conversation et définir les prochaines étapes. » L'idée d'une chambre tranquille et d'un lit confortable semblait presque irréelle pour Delphine. À ce moment-là, mais une préoccupation persistait. « Et si Henri découvre où je suis ?»« Il ne le saura pas, garantit Charles, avec une conviction qui le surprit lui-même. Cet immeuble a une sécurité 24 heures sur 24, et personne ne sait que vous êtes ici sauf nous trois. » Mathieu se leva vérifiant sa montre. « Je dois y aller, j'ai un rendez-vous tôt demain. Mais je reviendrai dans la matinée avec les documents nécessaires pour demander l'ordonnance de protection. » Après le départ de Mathieu, un silence gêné plana entre Delphine et Charles. Ils étaient seuls maintenant, deux étrangers unis par des circonstances extraordinaires. « Je vais vous montrer où vous allez dormir, » dit Charles, brisant le silence. Il la conduisit par un court couloir jusqu'à une chambre simple mais élégante, avec un lit double impeccablement fait et une autre vue splendide sur la ville. « La salle de bain est là, indiqua-t-il. J'ai mis des serviettes propres et une brosse à dents neuve dans le tiroir. Et ici ?» Il ouvrit une armoire encastrée, révélant quelques vêtements féminins encore étiquetés. « J'ai demandé à mon assistante d'acheter quelques pièces basiques pour vous, puisque vous êtes parti seulement avec les vêtements que vous portiez. J'espère qu'ils vous iront. » Delphine regarda les vêtements, puis Charles, une émotion indescriptible grandissant dans sa poitrine. Comment un étranger pouvait-il être si attentionné? « Pourquoi faites-vous tout ça pour moi ?» demanda-t-elle, répétant la question qu'elle avait posée dans la ruelle. Charles hésita comme s'il débattait intérieurement de ce qu'il devait révéler. Puis, avec un profond soupir, il répondit « Ma sœur a vécu une situation similaire. À la vôtre, il y a des années. » Ses yeux verts, habituellement confiants, reflétèrent maintenant une douleur ancienne et profonde. Je n'étais pas là pour l'aider quand elle en avait besoin. J'étais à Lyon, concentré sur ma carrière, croyant qu'elle pourrait résoudre ses problèmes seule. Il fit une pause, les mots suivants étant clairement difficiles à prononcer. Quand j'ai finalement réalisé la gravité de la situation et suis revenu à Paris, c'était presque trop tard. Nous avons réussi à l'aider, mais les cicatrices, certaines ne disparaissent jamais complètement. Delphine ressentit une vague de compréhension. Ce n'était pas seulement de la gentillesse ou de la galanterie qui motivait Charles. C'était quelque chose de beaucoup plus profond et personnel. « Je suis désolée pour votre sœur, » dit-elle doucement. « Et merci de m'aider. Je ne sais pas ce qui serait arrivé si vous n'aviez pas été au bar aujourd'hui. » Charles sourit, un sourire sincère qui illumina son visage habituellement sérieux. « Reposez-vous maintenant. Demain sera un nouveau jour. » Quand Charles sortit de la chambre, fermant silencieusement la porte derrière lui, Delphine s'assit au bord du lit, submergée par des émotions contradictoires. Peur d'Henri, gratitude envers Charles et Mathieu, confusion sur ce que l'avenir réservait. Pour la première fois depuis longtemps, cependant, il y avait aussi une petite étincelle d'espoir. Peut-être, juste peut-être, pourrait-elle vraiment se libérer et reconstruire sa vie. Ce que Delphine ne savait pas, c'est que, de l'autre côté de la porte, Charles restait immobile, absorbé dans ses propres pensées et souvenirs. L'aider n'était pas seulement une forme de rédemption pour lui, c'était aussi le début de quelque chose qu'aucun d'eux ne pouvait prévoir. La lumière du soleil filtrée par les rideaux clairs réveilla progressivement Delphine. Pendant un moment, elle ressentit la désorientation de se réveiller dans un lieu inconnu. Le lit moelleux, le drap en coton égyptien, le silence qui contrastait avec le bruit habituel de la rue où elle habitait. Puis, les souvenirs de la nuit précédente inondèrent son esprit.
Henri au bar, sa cachette improvisée, la fuite avec Charles et Mathieu. L'horloge digitale sur la table de chevet indiquait 8h37. Elle avait dormi plus qu'elle ne l'imaginait, épuisée par les événements et la tension constante des derniers jours. Avec un soupir, elle se leva et marcha jusqu'à la fenêtre, ouvrant légèrement les rideaux. La vue était à couper le souffle. La Seine s'étendait majestueusement sous le ciel bleu d'automne, tandis que les eaux du fleuve scintillaient sous le soleil du matin. De petits bateaux parsemèrent la surface de l'eau, et au loin, un navire de croisière suivait lentement son chemin. Delphine respira profondément, sentant l'air entrer dans ses poumons. Comment serait-ce de vivre ainsi, sans peur, se réveiller tous les matins en sachant qu'elle était en sécurité? L'idée semblait presque utopique, après des mois à vivre dans une vigilance constante. Après une douche revigorante, elle choisit parmi les vêtements que Charles avait fournis. Un jean qui lui allait étonnamment bien et un haut bleu simple mais élégant. Elle attacha ses cheveux châtains en queue de cheval décontractés et après un moment d'hésitation, décida de sortir de la chambre. L'arôme du café fraîchement préparé la guida jusqu'à la cuisine où elle trouva Charles de dos, concentré sur quelque chose qu'il préparait sur la cuisinière. Il portait un pantalon de jogging gris et un t-shirt blanc, les cheveux encore humides de la douche, paraissant plus jeune et plus détendu que la veille. « Bonjour », dit-elle timidement, s'annonçant sa présence. Charles se retourna, une spatule à la main et un sourire sur le visage. « Bonjour, j'espère que vous avez pu vous reposer. »« Mieux que je ne l'espérais, » admit Delphine s'approchant. « Qu'est-ce que vous préparez ?»« Une omelette. Rien de très élaboré, je l'avoue. Mes compétences culinaires se limitent au café, à l'omelette et à tout ce qui peut être commandé par application. » Le commentaire arracha un sourire sincère à Delphine, le premier depuis des jours. Il y avait quelque chose de sans prétention dans la façon dont Charles parlait, une honnêteté qui la mettait à l'aise. « Je peux aider », proposa-t-elle. « Bien sûr, le café est déjà prêt, si vous voulez vous servir. Mathieu devrait arriver. Bientôt. » Pendant que Delphine servait 2 tasses de café, elle observa discrètement la cuisine impeccable, avec des appareils de dernière génération et un îlot central en marbre. Comme tout l'appartement, l'espace reflétait bon goût et raffinement, mais avec peu de touches personnelles, comme si Charles ne s'y était pas encore vraiment installé. « Vous vivez seul ?» demanda-t-elle, lui tendant une des tasses. « Oui », répondit-il, soufflant sur le café avant d'en prendre une gorgée. « Depuis que je suis revenu de Lyon, il y a environ 2 mois. Et votre sœur, elle vit aussi à Paris ?» La question fit momentanément hésiter Charles. Elle vit à Versailles maintenant, avec son mari et sa fille. Distance de sécurité. Par rapport à son ex. Il y avait quelque chose dans la façon dont Charles mentionnait l'ex-petite amie de sa sœur, une tension sous-jacente, comme si c'était encore un sujet délicat. Delphine décida de ne pas insister. « Et vos parents ? Monsieur Albert a mentionné votre père hier. » L'expression de Charles changea subtilement. « Mon père est Robert Mercier, propriétaire de Mercier Construction. Peut-être en avez-vous entendu parler. » Delphine écarquilla les yeux. Mercier Construction était l'une des plus grandes entreprises de construction de France, responsable de projets de luxe et de revitalisation urbaine dans plusieurs grandes villes. Soudain, l'appartement élégant et l'assistante qui achetait des vêtements au milieu de la nuit prenaient plus de sens. « Waouh !» fut tout ce qu'elle put dire. Un sourire ironique apparut sur les lèvres de Charles. « Oui, c'est généralement l'effet quand je mentionne le nom de famille. »« Désolé, je ne voulais pas paraître impressionné, » s'empressa de dire Delphine. « C'est juste que je ne m'y attendais pas. »« Pas besoin de vous excuser, » dit-il, reportant son attention sur l'omelette. « C'est une réaction naturelle. Mais je préfère que les gens me connaissent, pour mon travail d'architecte, pas pour mon nom de famille. » Il y avait une complexité dans cette affirmation que Delphine devina être seulement la pointe d'un iceberg beaucoup plus grand. Avant qu'elle ne puisse répondre, la sonnette retentit. « Ce doit être Mathieu, » dit Charles, vérifiant l'interphone. « Je vais le laisser monter. » Quelques instants plus tard, Mathieu entrait dans l'appartement portant une pochette en cuir et arborant une expression déterminée qui correspondait à son costume impeccablement coupé. « Bonjour à tous, » salua-t-il, posant la pochette sur « qu'à la table à manger. J'ai apporté les documents pour l'ordonnance de protection et quelques nouvelles. » Quelque chose dans la façon dont il dit « nouvelles » fit craindre le pire à Delphine. « Henri »
demanda-t-elle, sa voix trahissant son anxiété. Mathieu acquiesça, son expression sérieuse. Il est allé à votre appartement hier soir, après ne pas vous avoir trouvé au bar. Quand vous n'avez pas répondu, il a commencé à frapper à la porte et à crier votre nom, réveillant. Les voisins. Delphine ferma les yeux, imaginant la scène. C'était exactement le genre de comportement qu'elle craignait. « Comment l'avez-vous su ?» demanda Charles, plaçant 3 assiettes avec des omelettes sur la table à manger. « J'ai un contact au commissariat du quartier », expliqua Mathieu. Une voisine a appelé la police. Quand les policiers sont arrivés, Henri était déjà parti, mais ils ont enregistré l'incident. « Est-ce bon ou mauvais pour nous ?» questionna Delphine, s'asseyant à table. « Bon », assura Mathieu, ouvrant sa pochette. « Cela renforce votre récit sur son comportement obsessionnel. La police a essayé de le contacter, mais il n'a pas répondu. » Pendant qu'ils prenaient leur petit déjeuner, Mathieu expliqua le processus de l'ordonnance de protection, les documents nécessaires, le témoignage que Delphine devrait faire, les preuves qui renforceraient le dossier. Plus vous pourrez fournir de détails sur les épisodes de violence et de harcèlement, mieux ce sera, expliqua-t-il. Date, heure, ce qui a été dit, s'il y avait des témoins, même indirects. Delphine acquiesça, bien que l'idée de revivre ces moments en détail la rendait nauséeuse. « Et pour mon travail, mon appartement. Je ne peux pas rester cachée pour toujours, » dit-elle, exprimant la préoccupation qui l'avait tourmentée pendant la nuit. Une fois l'ordonnance de protection accordée, Henri sera légalement empêché de s'approcher de vous, de votre travail et de votre résidence, expliqua Mathieu. Toute violation entraînera son arrestation. Et s'il s'en moque, insista Delphine. Les papiers n'arrêtent pas les personnes déterminées. Charles et Mathieu échangèrent un regard, une communication silencieuse passant entre eux. C'est pourquoi j'ai pris la liberté de faire quelques appels ce matin, dit finalement Charles. Je connais le propriétaire d'une résidence sécurisée, à Neuilly-sur-Seine avec des appartements meublés pour location temporaire, sécurité 24h24, accueil rigoureux, caméra à tous les accès. Delphine cligna des yeux, surprise. « Vous suggérez que je déménage ?»« Temporairement ?» confirma Charles, jusqu'à ce que la situation avec Henri se résolve légalement. « Je ne peux pas payer un endroit comme ça, » protesta-t-elle, secouant la tête. « J'arrive à peine à couvrir le loyer de mon appartement actuel avec mon salaire de serveuse. »« Ne vous inquiétez pas pour ça maintenant, » dit Charles, son ton ne laissant pas place à la discussion. « Considérez cela comme un prêt, si vous préférez. Nous pourrons discuter des détails plus tard. » Avant que Delphine ne puisse protester à nouveau, la sonnette retentit pour la 2e fois ce matin-là. Charles fronça les sourcils, n'attendant clairement personne d'autre. « Qui est-ce » demanda-t-il à l'interphone, sa posture soudainement alerte. « Charles, c'est moi, Hélène. » Charles sembla momentanément déconcerté. Il jeta un regard rapide à Delphine avant de répondre « J'arrive ». Se tournant vers Delphine et Mathieu, il expliqua rapidement. « C'est ma sœur, je n'ai rien mentionné sur la situation. Elle apparaît parfois quand elle est en ville. » Avant que Delphine ne puisse traiter l'information, la porte s'ouvrit et une femme élégante entra. Grande comme Charles, avec les mêmes yeux verts intenses mais avec des cheveux blonds qui tombaient en vagues douces jusqu'aux épaules. Elle portait une robe simple, mais qui criait haute couture, et portait un sac qui coûtait probablement plus que 6 mois de loyer de Delphine. « Charles, tu ne vas pas croire ce qui est Harry. » Hélène s'arrêta brusquement en remarquant Delphine et Mathieu dans la salle à manger. Ses yeux parcoururent rapidement la scène. Les 3 assis à table, les assiettes d'omelettes, la pochette de documents ouverte. Pendant un moment, personne ne parla. Puis, un sourire lent et suggestif se forma sur les lèvres d'Hélène. « Je ne savais pas que tu avais de la compagnie, petit frère, » commenta-t-elle s'approchant. « Encore moins une compagnie féminine de si bon matin. »« Ce n'est pas ce que tu penses, » se hâta de dire Charles, se levant pour la saluer d'un baiser sur la joue. « Hélène, voici Delphine, une amie, et tu connais déjà Mathieu. »« Mathieu ! Je ne t'ai pas vu depuis ce dîner désastreux chez mes parents, » s'exclama Hélène embrassant l'avocat. « Tu essaies toujours de garder mon frère loin des problèmes ? » « Il faut bien que quelqu'un le fasse, » répondit Mathieu avec un sourire affectueux. Hélène tourna son attention vers Delphine, tendant la main avec un sourire chaleureux qui étonnamment semblait sincère. « Hélène Mercier. »« Ravi de te rencontrer, Delphine. »« Le plaisir est le mien, » répondit Delphine.
serrant la main tendue et se sentant soudain très consciente de son apparence simple comparée à l'élégance naturelle d'Hélène. Un silence gêné s'ensuivit, Hélène étant clairement curieuse de la situation, mais trop polie pour demander directement. Ce fut Charles qui brisa finalement le silence. « Hélène, Delphine traverse une situation difficile avec un ex-petit ami. Mathieu aide avec les aspects légaux. » Les yeux d'Hélène s'écarquillèrent légèrement, puis son expression changea, la légèreté cédant la place à un sérieux qui la transforma instantanément. Elle regarda Delphine avec une nouvelle compréhension, une empathie qui ne pouvait venir que d'une expérience personnelle. « Ex-abusif » demanda-t-elle directement, sa voix douce mais ferme. Delphine acquiesça, surprise par la franchise. Hélène s'assit à table, posant son sac de côté comme si elle se préparait à une longue conversation. « Eh bien, tu es entre de bonnes mains avec ces deux-là, » déclara-t-elle, indiquant Charles et Mathieu. « Ils m'ont aidé à me débarrasser du... Bien. » Il y avait quelque chose dans la façon dont Hélène parlait, directe, sans auto-apitoiement, que Delphine admira instantanément. C'était l'attitude de quelqu'un qui avait traversé l'enfer et en était sorti plus fort. « Charles a mentionné que vous aviez eu des problèmes similaires, » dit Delphine avec hésitation. « Problèmes est un euphémisme gentil, » répondit Hélène avec un sourire ironique. « Gustave était un monstre déguisé en prince charmant. J'ai mis 2 ans à m'en rendre compte et un de plus pour réussir à m'en libérer. » Elle tendit la main et dans un geste étonnamment intime, toucha le bras de Delphine. « Mais je suis là, n'est-ce pas? Libre, heureuse, avec une nouvelle famille. Et tu le seras aussi. » Il y avait une certitude dans les paroles d'Hélène, une promesse qui, venant de quelqu'un qui avait vécu une expérience similaire, portait un poids particulier. Pour la première fois, Delphine entrevit la possibilité réelle d'un avenir sans peur. Ce qu'elle ne savait pas encore, c'est que la rencontre avec Hélène non seulement lui offrirait de l'espoir, mais changerait aussi complètement le cours de son histoire, de manière qu'aucun d'entre eux ne pourrait prévoir en ce vendredi matin ensoleillé. La présence d'Hélène transforma complètement la dynamique ce matin-là. Ce qui avait commencé comme une réunion tendue pour discuter des mesures légales contre Henri devint une conversation animée, Hélène partageant sa propre expérience de manière étonnamment ouverte. « Le plus difficile a été d'admettre à moi-même que j'étais dans une relation abusive, » confessa-t-elle, tandis que Charles servait plus de café à tous. « Je me suis toujours considérée comme une femme forte et indépendante. Comment moi, Hélène Mercier, fille de Robert Mercier, pouvais-je permettre à un homme de me contrôler de cette façon ?» Delphine acquiesça, se reconnaissant dans ses paroles. « C'est exactement ce que je ressens. J'ai grandi en voyant ma mère élever 3 enfants seuls après que mon père nous ait abandonnés. Elle m'a toujours appris à être autonome. Et pourtant ça arrive, » compléta Hélène, son regard compréhensif, « parce que ces hommes sont des maîtres de la manipulation. Ils ne commencent pas par la violence. Ils commencent par de petits contrôles déguisés en préoccupation et en amour. » Mathieu, qui écoutait attentivement, intervint. « C'est pourquoi tant de victimes mettent du temps à chercher de l'aide. L'abus psychologique précède souvent le physique, créant une toile de dépendance émotionnelle difficile à rompre. » « Exactement, » approuva Hélène. « Quand Gustave a commencé à surveiller mes horaires et à critiquer mes vêtements, je me suis convaincu que c'était juste du zèle. Quand il m'a isolé de mes amis, je me suis dit que c'était parce qu'il voulait passer plus de temps avec moi. » Elle fit une pause, prenant une gorgée de café avant de continuer. « C'est seulement quand il m'a cassé le poignet lors d'une dispute que je n'ai plus pu nier ce qui se passait. » Delphine déglutit, sentant un frisson parcourir son échine. Henri n'en était pas encore arrivé là, mais la peur qu'il le puisse était une présence constante dans sa vie. « Comment avez-vous réussi à sortir ?» demanda-t-elle, sa voix presque un murmure. Hélène lança un regard affectueux à Charles, qui restait silencieux, observant la conversation avec une expression difficile à déchiffrer. Charles est revenu de Lyon quand il a appris ce qui se passait. Il a confronté Gustave et... Elle hésita, regardant brièvement son frère avant de continuer. « Disons que mon frère peut être très persuasif quand c'est nécessaire. » Quelque chose dans la façon dont Hélène dit cela, combiné à l'expression sombre qui traversa le visage de Charles, suggéra à Delphine qu'il y avait beaucoup plus dans cette histoire que ce qu'il racontait. Et Mathieu s'est occupé de la partie légale,
poursuivit Hélène, brisant le moment tendu. Ordonnance de protection, divorce, accord financier, tout parfaitement exécuté pour garantir que Gustave ne s'approche plus jamais. « Et il l'a respecté ?» demanda Delphine, sceptique. Un sourire énigmatique apparut sur les lèvres d'Hélène. Disons qu'il a compris que les conséquences de ne pas la respecter seraient significatives. À nouveau, Delphine sentit qu'il y avait quelque chose de non dit qui planait dans l'air. Avant qu'elle ne puisse questionner, le téléphone d'Hélène sonna. Elle regarda l'écran et sourit. « C'est ma fille, Julie. Je dois répondre. » Pendant qu'Hélène s'éloignait pour parler au téléphone, Charles commença à ramasser les assiettes du petit déjeuner. Delphine se leva pour l'aider, le suivant dans la cuisine. « Votre sœur est incroyable, » commenta-t-elle en posant les tasses dans l'évier. « Si forte et confiante. C'est difficile d'imaginer qu'elle ait traversé quelque chose comme ça. » Charles resta silencieux un moment, fixant le mur devant lui comme s'il voyait quelque chose au-delà. « Hélène n'a pas toujours été comme ça, » dit-il finalement, sa voix basse. « Gustave l'a détruite méthodiquement pendant 3 ans. Quand nous sommes finalement intervenus, elle était méconnaissable, effrayée, incertaine, se blâmant pour tout. » Il se tourna vers Delphine, ses yeux verts intenses. « Ça a été un long parcours jusqu'à ce qu'elle devienne la femme que vous avez rencontrée aujourd'hui. Ça a pris du temps, de la thérapie, et beaucoup d'amour et de soutien de la famille. Il y avait quelque chose dans la façon dont Charles parlait, un mélange de douleur, de culpabilité et d'admiration qui toucha profondément Delphine. Impulsivement, elle toucha son bras, un geste simple de réconfort. « Vous avez été fondamental dans ce parcours, dit-elle. C'est évident à quel point elle vous admire. » Charles regarda la main de Delphine sur son bras, et pendant un moment, Delphine pensa avoir franchi une limite invisible. Mais alors il sourit, un sourire sincère qui adoucit ses traits habituellement sérieux. « Merci, dit-il simplement. Je regrette juste de ne pas avoir réalisé plus tôt ce qui se passait. » De retour dans le salon, Hélène avait terminé son appel et discutait avec animation avec Mathieu d'une affaire juridique sur laquelle il travaillait. En voyant Charles et Delphine revenir ensemble de la cuisine, elle haussa un sourcil de façon suggestive, mais ne fit aucun commentaire. « Bien, revenons à notre sujet, » dit Mathieu, consultant sa montre. « Nous devons aller au commissariat pour enregistrer la plainte et demander l'ordonnance de protection. Plus tôt nous le ferons, mieux ce sera. » La mention du commissariat fit se contracter l'estomac de Delphine. L'idée de rendre public ce qu'elle avait vécu avec Henri, d'exposer sa vie personnelle à des étrangers, était terrifiante. Comme si elle lisait dans ses pensées, Hélène s'approcha, tenant ses mains. « Je sais exactement ce que tu ressens, » dit-elle, ses yeux verts, si semblables à ceux de son frère, fixés sur ceux de Delphine. « Honte, peur, la sensation que tu exagères ou que personne ne te croira. Mais tu dois le faire, pas seulement pour ta sécurité, mais pour reprendre le contrôle de ta vie. » Delphine acquiesça, sentant un nœud dans sa gorge. « Vous avez raison, je sais que vous avez raison. Et vous ne serez pas seul, » ajouta Charles, sa voix ferme. « Nous irons avec vous. » « En fait, » intervint Hélène, avec un éclat déterminé dans les yeux, « j'irai avec elle, si ça ne te dérange pas, Delphine. Parfois, avoir une autre femme à ses côtés dans ces moments fait toute la différence. » L'offre surprit Delphine. Elle venait à peine de rencontrer Hélène, et pourtant, elle sentait une connexion avec elle qu'elle ne pouvait pas expliquer. Peut-être était-ce l'expérience partagée, ou peut-être simplement la personnalité magnétique de la sœur de Charles. « Je adorerais, » répondit-elle sincèrement. « Excellent, » déclara Hélène, comme si le sujet était clos. « Mathieu, tu peux nous retrouver là-bas avec les documents. Charles, chérie, j'ai besoin de te parler en privé avant que nous partions. » Sans attendre de réponse, Hélène prit son frère par le bras et l'emmena dans le couloir, laissant Delphine et Mathieu seuls dans le salon. « Hélène est une force de la nature, » commenta Mathieu avec un sourire affectueux. « Elle l'a toujours été, même avant. Eh bien, même avant tout ce qui s'est passé. Elle semble si sûre d'elle, si en contrôle, » observa Delphine. « C'est difficile d'imaginer qu'elle ait été à ma place. Nous avons tous nos batailles. Internes, » philosopha Mathieu, certaines plus visibles que d'autres. Dans le couloir, Hélène parlait à voix basse et urgente avec Charles, gesticulant occasionnellement en direction du salon. Bien qu'elle ne puisse entendre ce qu'il disait, Delphine remarqua comment l'expression de Charles changeait. D'abord surprise, puis concentration,
et enfin, une détermination sombre. Quoi qu'ils discutent, cela semblait important, et, d'une certaine façon, Delphine soupçonnait que c'était lié à elle. La sensation fut confirmée quand, quelques minutes plus tard, les frères et sœurs revinrent au salon, Hélène souriant radieusement, tandis que Charles maintenait une expression soigneusement neutre. « Tout est prêt, » annonça Hélène. « Delphine, nous pouvons y aller quand tu seras prête. »« Maintenant même, si possible, » répondit Delphine, rassemblant son courage. « Plus tôt nous réglerons cela, mieux ce sera. » Pendant qu'elle prenait son sac et se préparait à sortir avec Hélène et Mathieu, Delphine remarqua Charles faisant un appel, sa voix trop basse pour qu'elle puisse entendre ce qu'il disait. Il y avait une intensité dans sa posture qui n'était pas là auparavant. « Charles ne vient pas avec nous ?» demanda-t-elle à Hélène tandis qu'elles attendaient l'ascenseur. Hélène sourit de façon énigmatique. « Mon frère a quelques affaires à régler, des affaires qui, crois-moi, sont dans ton intérêt. » Avant que Delphine ne puisse questionner davantage, l'ascenseur arriva, et Hélène changea habilement de sujet, demandant à Delphine à propos de son travail au refuge du jazz. Dans le garage de l'immeuble, une surprise les attendait. Au pas qu'à lieu de la voiture de Mathieu, un chauffeur en uniforme les attendait à côté d'un SUV noir de luxe. « Vincent, emmenez-nous au commissariat des femmes à Saint-Germain, s'il vous plaît, » instruisit Hélène. Entrant dans le véhicule, comme s'il était parfaitement normal d'avoir un chauffeur particulier à disposition. Alors que la voiture glissait doucement dans la circulation parisienne, Delphine regardait par la fenêtre, observant la ville qui avait toujours été son foyer, mais qui semblait maintenant étrangement différente. En moins de 24 heures, sa vie avait complètement basculé, de serveuse terrorisée se cachant d'un ex abusif à... quoi exactement? Amie de la famille. Mercier, protégée de Charles? Tu es très silencieuse, observa Hélène, touchant doucement son bras. Pensée lourde. Delphine sourit faiblement. J'essaie juste de traiter tout ce qui se passe. Hier à 7 heures, je tremblais de peur, me préparant à une autre journée à éviter Henri. Et maintenant? Et maintenant, tu fais le premier. Pas pour te libérer de lui définitivement, compléta Hélène. C'est effrayant, je sais, mais c'est aussi libérateur. C'est juste que... Delphine hésita, incertaine de comment exprimer le tourbillon d'émotions qu'elle ressentait. Tout cela semble si irréel. Vous tous, Charles, vous, Mathieu, êtes si gentils, si serviables, et vous ne me connaissez même pas. Hélène l'étudia un moment, ses yeux verts pénétrants. Certaines connexions transcendent le temps de connaissance, Delphine. Parfois, des personnes entrent dans nos vies exactement quand nous en avons besoin. Il y avait une profondeur dans les paroles d'Hélène, comme si elle savait quelque chose que Delphine ignorait. Avant qu'elle ne puisse demander ce qu'elle voulait dire, Hélène continua. « De plus, mon frère semble avoir un intérêt particulier pour toi. Je ne l'ai pas vu aussi impliqué dans quelque chose ou quelqu'un depuis son retour de Lyon. » Delphine sentit son visage chauffer. « Ce n'est pas comme ça. Il est juste gentil, aidant quelqu'un en difficulté. » Hélène rit, un son mélodieux qui remplit l'intérieur du véhicule. Charles est beaucoup de choses. Têtu, intense, excessivement, sérieux, mais juste gentil, n'en fait pas partie. Crois-moi, je connais mon frère. Il y a quelque chose chez toi qui l'intrigue. Avant que Delphine ne puisse traiter cette information, la voiture s'arrêta doucement devant le commissariat des femmes. La réalité de ce qu'elle était sur le point de faire la frappa de plein fouet, dissipant toute pensée sur Charles et ses motivations possibles. « Prête ?» demanda Hélène, sa voix maintenant douce et encourageante. Delphine respira profondément, cherchant la force qu'elle savait nécessaire pour affronter les prochaines heures. Prête. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que, pendant qu'elle entrait, dans le commissariat avec Hélène et Mathieu, Charles était dans son appartement, passant des appels qui changeraient non seulement le cours de son histoire avec Henri, mais révéleraient aussi des secrets sur son propre passé qui restaient soigneusement cachés. L'après-midi dans l'appartement de Charles était plongé dans un silence tendu. Assis à la table à manger, transformé en bureau improvisé, il alternait entre passer des appels à voix basse et taper rapidement sur son ordinateur portable. À ses côtés, plusieurs tasses de café vides témoignaient des heures qu'il avait passées là depuis qu'Hélène, Mathieu et Delphine étaient partis pour le commissariat. Son téléphone vibra avec un message d'Hélène. « Tout est prêt.
ordonnance de protection accordée en urgence. Nous rentrons. Un soupir de soulagement s'échappa des lèvres de Charles. La première étape était accomplie. Maintenant venait la partie la plus complexe de son plan. Il ouvrit un fichier sur son ordinateur, un rapport détaillé sur Henri Dubois, compilé par un détective privé qu'il avait engagé ce matin-là, immédiatement après la conversation privée avec Hélène. Les informations étaient abondantes et à certains égards troublantes. Henri, 34 ans, ingénieur civil diplômé de Polytechnique, travaillait chez Albuquerque & Fils depuis 6 ans. Son parcours professionnel était impeccable, compétent, ponctuel, respecté par ses collègues. Sa vie personnelle, cependant, racontait une histoire différente. Avant Delphine, il y avait eu au moins 2 autres femmes qui l'avaient dénoncé pour comportement abusif, bien qu'aucun cas n'ait atteint les tribunaux. Toutes 2 avaient retiré leur plainte soudainement, pour des raisons non spécifiées. Il y avait aussi des signalements pour troubles à l'ordre public dans des bars et restaurants, toujours impliquant des ex-petites amies. Le schéma était clair. Henri était le type de prédateur qui savait exactement comment agir à la limite de la loi, utilisant plus l'intimidation psychologique que la violence physique explicite, choisissant des victimes qui, pour diverses raisons, seraient réticentes à chercher une aide officielle. Mais ce qui attira vraiment l'attention de Charles fut une information apparemment mineure. L'entreprise de construction où Henri travaillait était en lice pour un contrat de partenariat avec Mercier Construction pour un grand projet de revitalisation dans le quartier des Docks de Paris. Un sourire sombre se forma sur les lèvres de Charles. Enfin, un levier qu'il pourrait utiliser. Le bruit des clés dans la porte interrompit ses pensées. Hélène entra la première, suivie par Delphine et Mathieu. L'expression sur le visage de Delphine, un mélange d'épuisement émotionnel et de soulagement, fit se serrer le cœur de Charles d'une manière qu'il n'attendait pas. « Comment ça s'est passé ?» demanda-t-il, se levant pour les accueillir. « Mieux que nous l'espérions, » répondit Mathieu, posant sa pochette sur la table. La commissaire qui nous a reçus était extrêmement compréhensive, avec les messages d'Henri, le témoignage de Delphine et les rapports antérieurs de la police. Nous avons obtenu l'ordonnance de protection immédiatement. Le fait qu'Hélène Mercier était avec nous n'a certainement pas nui, ajouta Delphine, avec un petit sourire, le premier que Charles voyait sur son visage depuis leur arrivée. Apparemment, le projet de soutien aux victimes de violences domestiques qu'elle finance est bien connu au commissariat. Hélène fit un geste dismissif de la main. L'important est que maintenant, Henri est légalement interdit de s'approcher de toi, de ton appartement et de ton lieu de travail. La police l'a déjà notifié. Et comment a-t-il réagi ? Demanda Charles, sa voix calme contrastant avec la tension dans son corps. Selon la commissaire, il était furieux, répondit Mathieu. Il a tout nié, bien sûr. Il a dit que Delphine était confuse et que tout n'était qu'un malentendu. Delphine s'assit sur le canapé, la fatigue de la journée se manifestant finalement. Typique. Toujours à essayer de faire croire que c'est moi la déséquilibrée. Charles se déplaça pour s'asseoir à côté d'elle, maintenant une distance respectueuse, mais assez proche pour montrer son soutien. L'important est qu'il y a maintenant un enregistrement officiel, dit-il doucement. S'il viole l'ordonnance de protection, il sera arrêté. Ça, c'est si la police arrive à temps, murmura Delphine, l'insécurité évidente dans sa voix. C'est pourquoi nous avons parlé de l'appartement à Neuilly, rappela Charles, un endroit qu'il ne connaît pas avec une sécurité renforcée. Et concernant ton travail, ajouta Hélène, s'asseyant dans le fauteuil en face du canapé, j'ai eu une idée pendant que nous étions au commissariat. Tous se tournèrent vers elle, curieux. Ma fondation a besoin de quelqu'un pour coordonner les projets culturels, expliqua Hélène. Quelqu'un d'organisé, bon avec les gens, qui comprend les dynamiques de Paris. Il me semble qu'une serveuse expérimentée du quartier de Montmartre serait parfaite pour le poste. Delphine écarquilla les yeux. Moi ? Mais je n'ai pas de formation en gestion culturelle ou quelque chose comme ça. Tu as une expérience de vie réelle, qui vaut plus que n'importe quel diplôme, rétorqua Hélène avec fermeté. De plus, M. Albert n'a pas arrêté de dire comment tu gères. Pratiquement le refuge du jazz en coulisses. Vous avez parlé avec M. Albert ? Demanda Delphine, surprise. Je l'ai appelé après notre sortie du commissariat, confirma Hélène. Je voulais en savoir plus sur ton travail et ta situation. Il était inquiet quand tu n'es pas apparu.
aujourd'hui et soulagé d'apprendre que tu étais en sécurité. » Delphine secoua la tête, étourdie par la vitesse à laquelle les événements se déroulaient. « Tout cela est très gentil, mais pourquoi? Pourquoi faites-vous tant pour moi ?» Un silence momentané tomba sur la pièce. Ce fut Charles, qui répondit finalement « Parce que personne ne devrait affronter ce genre de situation seul, et parce que… » Il hésita brièvement. « Parce que, quand Hélène a traversé quelque chose de similaire, je me suis juré d'aider quiconque je trouverais dans des circonstances semblables. » Hélène observait son frère avec une expression énigmatique, comme si elle savait qu'il y avait plus dans ses motivations que ce qu'il admettait. « Bien, s'intervint Mathieu, brisant le moment de tension, maintenant nous devons discuter des prochaines étapes. L'ordonnance de protection n'est que le début. » Pendant l'heure suivante, ils élaborèrent un plan détaillé. Delphine resterait temporairement dans l'appartement de Neuilly que Charles avait déjà arrangé. Hélène la présenterait à l'équipe de la Fondation lundi. Mathieu préparerait toute la documentation nécessaire pour un éventuel procès pénal contre Henri au cas où il violerait l'ordonnance de protection. Ce qui m'inquiète, c'est comment il va réagir quand il saura que j'avance vraiment, confessa Delphine. Henri devient toujours plus dangereux quand il sent qu'il perd le contrôle. C'est exactement pourquoi j'ai un plan B, dit Charles, se levant pour prendre son ordinateur portable. Quelque chose sur quoi j'ai travaillé pendant que vous étiez au commissariat. Il ouvrit le fichier du rapport sur Henri, le montrant aux autres. Henri Dubois n'est pas seulement un ex-abusif, c'est un prédateur en série avec un schéma de comportement, expliqua Charles, sa voix prenant un ton professionnel qui révélait l'homme d'affaires derrière la façade gentille. Howdy. 2 plaintes antérieures, retirées dans des circonstances suspectes. Plusieurs incidents dans des établissements publics. Et, plus important, il travaille dans une entreprise de construction qui est désespérée de conclure un contrat avec Mercier Construction. Hélène sourit, comprenant immédiatement où son frère voulait en venir. Mathieu, toujours l'avocat prudent, fronça les sourcils. « Charles, si tu penses à ce que je crois que tu penses, je ne suggère rien d'illégal. » interrompit Charles, levant les mains en un geste apaisant. « Juste une conversation entre entrepreneurs sur les normes éthiques et le type de partenaires avec lesquels Mercier Construction préfère travailler. Vous allez utiliser votre influence pour faire pression sur lui au travail, conclut Delphine, un mélange de gratitude et de malaise dans sa voix. Je ne sais pas si c'est juste. Ce qui n'est pas juste, c'est qu'un homme comme Henri continue à progresser professionnellement tout en détruisant la vie personnelle des femmes, répondit Charles avec une intensité qui surprit tout le monde. Je ne propose pas de ruiner sa carrière, juste de s'assurer qu'il comprenne que ses actions ont des conséquences. Un silence pensif suivit les paroles de Charles. Ce fut Hélène qui parla finalement. « Delphine, je comprends ton hésitation. Je me suis aussi senti comme ça quand Charles et mon père sont intervenus avec Gustave. Ça semblait injuste d'utiliser le pouvoir de la famille à mon avantage. Quand tant d'autres femmes n'ont pas ce privilège. » Elle s'approcha, s'asseyant à côté de Delphine sur le canapé. « Mais j'ai appris quelque chose d'important. Utiliser les ressources que nous avons à disposition pour nous protéger n'est pas mal. Et dans le cas de Charles, crois-moi quand je dis qu'il fait cela non seulement pour toi, mais pour toutes les Delphines qui viendront après. » Quelque chose dans la façon dont Hélène parla, avec sincérité et sans condescendance, aida Delphine à prendre une décision. « D'accord, accepta-t-elle finalement, mais à une condition, je veux être présente quand vous confronterez Henri. J'ai besoin de clore ce chapitre personnellement. » Charles hésita, l'inquiétude évidente. Sur son visage. « Je ne sais pas si c'est sûr. Ce sera dans un environnement public avec sécurité et avec l'ordonnance de protection déjà en vigueur, » argumenta Delphine, une nouvelle détermination dans sa voix. « De plus, je ne demande pas à le confronter seul. Je veux que vous soyez là tout comme je serai là quand vous lui parlerez. » La fermeté dans le ton de Delphine surprit tout le monde, y compris elle-même. C'était comme si, après des mois de peur et de soumission, quelque chose en elle se réveillait enfin, une force qui avait toujours été là, juste endormie. Charles l'observa longuement avant d'acquiescer lentement. « D'accord, nous ferons à ta façon. » Le lendemain matin, le plan fut mis en action. Mathieu réussit à découvrir, grâce à des contacts dans la police, qu'Henri avait été notifié de l'ordonnance de protection et que sa réaction avait été volatile,
exactement comme il s'y attendait. Il a passé la nuit à essayer de contacter Delphine, rapporta Mathieu, consultant les notes sur son téléphone. Appel, message, il est même apparu au refuge du jazz à nouveau, mais M. Albert a immédiatement appelé la police. Ce qui signifie qu'il viole déjà l'ordonnance de protection, conclut Hélène, servant du café à tous dans la cuisine de Charles. Techniquement, oui, acquiesça Mathieu, mais la police l'a seulement averti verbalement pour l'instant, puisqu'il n'a pas réussi à s'approcher physiquement de Delphine ou de sa résidence. Delphine, qui avait passé la nuit dans la chambre d'amis de Charles, semblait plus reposée et déterminée que la veille. Elle portait des vêtements prêtés par Hélène, un jean de marque et un chemisier de soie bleue qui s'accordait parfaitement avec ses yeux bruns. « Comment allons-nous faire ?» demanda-t-elle, montrant un calme qui surprit tout le monde. Charles expliqua le plan. Il avait organisé une réunion avec le directeur d'Albuquerque & Fils dans le prestigieux restaurant de l'hôtel Bristol, dans le 8e arrondissement, pour discuter du partenariat potentiel dans le projet des docks. Henri, en tant qu'ingénieur responsable, serait présent. Ce à quoi personne ne s'attendait, c'est que Charles arriverait accompagné de Delphine. Je suis sûr qu'il ne tentera rien dans un environnement aussi public, surtout avec le directeur de l'entreprise présent, garantit Charles. Et nous aurons une sécurité supplémentaire juste par précaution. Et qu'avez-vous exactement l'intention de dire ? Demanda Mathieu, toujours le pragmatique du groupe. Un sourire presque imperceptible apparut sur les lèvres de Charles. Simplement la vérité, que Mercier Construction valorise les partenaires qui partagent ses valeurs éthiques, tant professionnellement que dans leur vie personnelle. À 12h30 précise, la voiture de Charles se gara devant l'hôtel Bristol. Delphine, assise à ses côtés sur la banquette arrière, respirait profondément, essayant de contrôler sa nervosité. « Vous n'êtes pas obligé de faire ça, » dit doucement Charles, touchant sa main. « Nous pouvons faire marche arrière. » Delphine le regarda, remarquant comment ses yeux verts transmettaient une préoccupation sincère. Ces derniers jours, ses yeux étaient devenus pour elle une source de force, une ancre au milieu de la tempête qu'était devenue sa vie. « Si, je dois le faire, » répondit-elle, serrant brièvement sa main avant de la lâcher. « Je dois clore cela en face à face, pas en fuyant. » Ils entrèrent dans le restaurant côte à côte, une image impressionnante. Charles dans son costume impeccablement coupé, Delphine élégante dans les vêtements d'Hélène, tous deux dégageant une confiance qui fit se tourner plusieurs regards vers eux. Le maître d'hôtel les conduisit à une table où deux hommes attendaient déjà. L'un d'eux, plus âgé et aux cheveux grisonnants, se leva immédiatement pour les saluer. Carlos Albuquerque, directeur de l'entreprise de Construction. L'autre, plus jeune et visiblement tendu, resta momentanément paralysé en reconnaissant Delphine, Henri Dubois. « Charles Mercier, c'est un plaisir de finalement vous rencontrer en personne », salua Carlos, serrant la main de Charles avec enthousiasme. « Et voici, Delphine Aubert, mon assistante spéciale pour ce projet », présenta Charles doucement. « Elle a une connaissance particulière des questions éthiques en milieu de travail. » Les yeux d'Henri se rétrécirent, un mélange de colère et de confusion sur son visage. Delphine affronta son regard directement, quelque chose qu'elle n'avait pas réussi à faire depuis des mois. La peur était toujours là, mais maintenant il y avait quelque chose de plus fort, la détermination. « Mademoiselle Aubert », Henri força un sourire, tendant la main comme s'ils étaient de simples connaissances. « Quelle agréable coïncidence !» Ignorant. La main tendue, Delphine se contenta d'acquiescer. Monsieur Dubois. Le déjeuner se poursuivit dans un climat de tension palpable. Carlos, ignorant la dynamique sous-jacente, discourait avec animation sur les qualifications de son entreprise et la vision pour le projet des docks. Charles répondait avec des questions pertinentes et des observations perspicaces, se comportant comme l'homme d'affaires compétent qu'il était. Henri, quant à lui, alternait entre participer à la discussion professionnelle et lancer des regards furtifs à Delphine, qui maintenait une composition surprenante, prenant des notes occasionnelles et répondant calmement lorsqu'elle était directement questionnée. Ce fut seulement quand le dessert fut servi que Charles aborda finalement le véritable objectif de la réunion. « Carlos, avant d'avancer avec tout partenariat, il y a une question que je dois éclaircir », commença-t-il, son ton décontracté mais ferme. « Mercier Construction a un engagement rigoureux
envers les pratiques éthiques, non seulement dans les affaires, mais aussi dans la conduite personnelle de ses collaborateurs et partenaires. Carlos acquiesça, légèrement confus. Naturellement, nos valeurs sont similaires. Je suis heureux de l'entendre, continua Charles, ses yeux se tournant vers Henri, car récemment, il est venu à ma connaissance qu'un de vos ingénieurs a démontré un schéma de comportement préoccupant dans sa vie personnelle. Le visage d'Henri pâlit visiblement, tandis que Carlos fronçait les sourcils, maintenant complètement perdus. « De quoi parlons-nous exactement, Mercier ? Nous parlons d'ordonnance de protection, répondit Charles calmement, plaçant sur la table une copie du document judiciaire. Nous parlons d'un schéma d'abus et de harcèlement contre des femmes qui, franchement, ne correspond pas aux valeurs que votre entreprise affirme défendre. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Carlos regarda du document à Henri, la compréhension apparaissant lentement sur son visage. « Henri, qu'est-ce que cela signifie ?»« C'est un malentendu, » répondit rapidement Henri, son visage maintenant rouge de colère. « Delphine est perturbée. Elle exagère une simple dispute de couple. » Ce fut à ce moment que Delphine parla finalement, sa voix étonnamment ferme. « Il y a 3 mois, tu m'as cassé le bras quand j'ai essayé de mettre fin à notre relation, » dit-elle, regardant directement dans les yeux d'Henri. « Puis tu m'as convaincu que c'était un accident, que j'avais trébuché. Tu m'as fait croire que c'était ma faute. » Carlos s'étrangla, regardant son ingénieur avec horreur. « C'est un mensonge !» s'exclama Henri, perdant finalement son contrôle. « Elle invente tout ça pour me nuire. » « Comme ont inventé les 2 autres femmes qui t'ont dénoncé avant Delphine ?» demanda Charles, sa voix dangereusement calme. « Elles étaient toutes perturbées aussi, Henri ?» L'expression d'Henri oscilla entre colère et panique en réalisant que Charles était au courant des plaintes antérieures. « Je ne sais pas de quoi tu parles » murmura-t-il, mais son ton avait déjà perdu sa conviction. « Carlos » Charles se tourna vers le directeur de l'entreprise de construction. « Je comprends que les actions personnelles d'un employé ne reflètent pas nécessairement les valeurs de l'entreprise, mais la façon dont vous gérez cette situation en dira long sur le type de partenariat que nous pourrions construire. » Le directeur, visiblement troublé, acquiesça lentement. « Je comprends parfaitement, Mercier, et je peux vous garantir qu'Albuquerque & Fils ne tolère pas ce genre de comportement. Nous prendrons les mesures appropriées. » Henri, réalisant qu'il perdait rapidement du terrain, se tourna vers Delphine, son regard maintenant suppliant. « Delphine, ne fais pas ça. Tu sais que je t'aime, nous pouvons tout arranger. »« Il n'y a rien à arranger, Henri, » répondit-elle avec un calme qui la surprit elle-même. « C'est fini, et cette fois, c'est définitif. » Quelque chose dans le regard de Delphine, l'absence de la peur qu'il s'était tant efforcé de cultiver, sembla finalement atteindre Henri. Pour la première fois, il réalisa qu'il avait perdu le contrôle qu'il valorisait tant. « Ça ne va pas se passer comme ça, » menaça-t-il à voix basse, mais l'effet fut diminué par le tremblement de ses mains. « En fait, si, » intervint Charles, son ton maintenant glacial. « Parce que si tu t'approches de Delphine à nouveau, si tu envoies un seul message de plus, si tu apparais n'importe où près d'elle, ce ne sera pas seulement ton emploi qui sera en jeu, ce sera ta liberté. » Le reste du déjeuner se déroula dans une ambiance tendue, Carlos posant des questions discrètes sur la situation et assurant à plusieurs reprises qu'il prendrait des mesures. Quand ils se levèrent finalement pour partir, Henri resta assis, vaincu et humilié, tandis que Carlos s'excusait profusément auprès de Charles et Delphine. Dans la voiture, en route vers l'appartement, Delphine laissa finalement couler les larmes, non de peur ou de tristesse, mais de soulagement. « C'est fini », murmura-t-elle, plus pour elle-même que pour Charles. « C'est vraiment fini. » Charles l'observait avec une expression qui mêlait admiration et quelque chose de plus profond, plus personnel. « Vous avez été incroyable là-dedans, » dit-il doucement. « Courageuse d'une façon que peu pourraient l'être. » Delphine sourit à travers les larmes, sentant comme si un poids énorme avait été retiré de ses épaules. « Je n'aurais pas réussi sans vous, » admit-elle. « Sans vous tous. » Ce que Delphine ne savait pas, alors que la voiture avançait dans les rues de Paris en direction de Saint-Germain, c'est que la conclusion de ce chapitre de sa vie marquait seulement le début d'un autre, un qui révélerait des secrets sur son propre passé qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. 2 semaines s'écoulèrent depuis la confrontation à l'hôtel Bristol. La vie de Delphine s'était transformée de manière qu'elle n'aurait jamais pu imaginer.
L'appartement à Neuilly, initialement prévu comme un refuge temporaire, était devenu un foyer accueillant. Son nouveau travail à la fondation d'Hélène avait officiellement commencé, et à sa surprise, elle avait découvert qu'elle possédait un talent naturel pour coordonner des projets culturels. Quant à Henri, les conséquences furent rapides et définitives. Carlos Albuquerque, préoccupé, tant par l'éthique que par la possibilité de perdre le contrat avec Mercier Construction, avait décidé de l'écarter immédiatement. Une enquête interne dans l'entreprise de construction révéla que ce n'était pas la première fois qu'Henri utilisait sa position pour intimider des collègues de travail, particulièrement des femmes. En ce samedi matin ensoleillé, Delphine se réveilla en ressentant quelque chose qu'elle avait oublié, la paix. La sensation de ne pas avoir à vérifier constamment son téléphone, de ne pas calculer des itinéraires de fuite, de ne pas vivre dans un état d'alerte constant, était presque enivrante. Tandis qu'elle préparait son café dans la petite, mais élégante cuisine de l'appartement, son téléphone sonna. C'était Hélène. « Bonjour, marmotte. Encore en pyjama ?» Delphine rit. Il était presque midi, mais après des années à se lever à l'aube pour des services au refuge du jazz, elle s'accordait enfin le luxe de matinées paresseuses les week-ends. « Coupable, admit-elle. Que se passe-t-il ?»« Papa organise un déjeuner chez lui à Montmartre aujourd'hui et insiste pour que tu viennes, » expliqua Hélène. « Apparemment, il en a assez d'entendre Charles et moi parler de toi sans te connaître personnellement. » Delphine ressentit une vague d'anxiété. Robert Mercier, le patriarche de la famille, le magnate de la construction, l'homme dont l'influence avait aidé à la libérer d'Henri. L'idée de le rencontrer était intimidante. « Je ne sais pas, Hélène. Je ne suis pas préparée pour rien de formel, » compléta Hélène, devinant son inquiétude. « C'est juste un déjeuner. En famille. Julie sera là. Elle est impatiente de rencontrer la fille qui a fait sourire oncle Charles à nouveau. » Ce sont ses mots. La mention de Charles fit accélérer légèrement le cœur de Delphine. Depuis la confrontation au Bristol, ils s'étaient vus plusieurs fois, toujours avec Hélène ou Mathieu présents, toujours dans des contextes liés à sa sécurité ou à son nouvel emploi. Il y avait une tension non résolue entre eux, une attraction qu'aucun des deux ne semblait prêt à reconnaître ouvertement. « D'accord, » accepta-t-elle finalement. « À quelle heure dois-je être là ?»« Parfait. Charles passera te prendre à 14 heures. Et Delphine, porte quelque chose de confortable. Papa déteste les formalités à la maison. » Après avoir raccroché, Delphine passa les minutes suivantes dans un état de légère panique, fouillant dans l'armoire à la recherche de quelque chose de confortable qui serait également approprié pour rencontrer l'un des hommes les plus riches et influents de Paris. À 14 heures précises, la sonnette retentit. Charles était ponctuel comme toujours, vêtu d'un jean foncé et d'une chemise en lin bleu clair, décontracté mais élégant. Ses yeux parcoururent Delphine, qui avait opté pour une robe simple en coton de couleur vert d'eau. « Vous êtes magnifique, » dit-il, sa sincérité évidente dans son regard. « Merci, » répondit-elle, sentant son visage légèrement chauffé. « J'espère que c'est approprié pour un déjeuner avec votre père. »« Parfait, » assura Charles, souriant. « Papa va vous adorer. » Durant le trajet jusqu'à Montmartre, ils conversèrent avec une aisance qui les surprit tous deux. Delphine raconta sa première semaine à la Fondation, les projets qu'elle aidait à développer dans les quartiers populaires. Charles parla des avancées dans la revitalisation de maisons historiques à Montmartre, y compris le bâtiment où se trouvait le refuge du jazz. « Monsieur Albert demande de vos nouvelles chaque fois que je passe par là, » commenta Charles. « Il dit que le bar n'est plus le même sans vous. » Delphine sourit avec nostalgie. « Il me manque aussi, et le bar malgré tout. C'était mon premier foyer à Paris. »« Vous n'êtes pas parisienne ?» demanda Charles, réalisant que, malgré tout, ce qu'ils avaient vécu ensemble, il en savait encore étonnamment peu sur le passé de Delphine. « Je suis née à Marseille, » répondit-elle, regardant par la fenêtre tandis qu'il montait les rues sinueuses de Montmartre. « Je suis venue à Paris à 18 ans, contre la volonté de ma famille. Je voulais étudier, avoir mon indépendance. » Il y avait quelque chose dans la façon dont Delphine parlait, une hésitation subtile, comme si elle choisissait soigneusement ce qu'elle révélait, qui éveilla la curiosité de Charles. Avant qu'il ne puisse en demander davantage, ils arrivèrent à destination.
La maison des Mercier à Montmartre n'était pas ce à quoi Delphine s'attendait. Au lieu de la mention ostentatoire qu'elle avait imaginée, elle découvrit une maison d'époque restaurée, grande mais discrète, avec une vue panoramique sur Paris. Des jardins luxuriants entouraient la propriété, créant une sensation d'oasis au milieu de la ville. « C'est magnifique », murmura-t-elle, tandis que Charles garait la voiture à l'entrée. « Papa a toujours préféré le charme historique à l'ostentation », expliqua-t-il. « Cette maison a plus de 100 ans. Il a personnellement supervisé la restauration quand il l'a achetée, il y a 30 ans. » Sur la terrasse, une fillette d'environ 10 ans attendait, pratiquement en train de sauter d'excitation. Dès qu'elle vit la voiture, elle courut dans leur direction. « Oncle Charles !» cria-t-elle, se jetant dans ses bras dès qu'il sortit du véhicule. Charles la rattrapa en l'air, la faisant tournoyer une fois avant de la reposer au sol. « Julie, tu deviens chaque jour plus lourde, tu sais ?»« C'est parce que je grandis », répondit-elle avec un sérieux comique. Puis son regard curieux se posa sur Delphine. « Tu es la dame du bar ?»« Julie », réprimanda Charles, mais Delphine rit. « Oui, c'est moi, Delphine, et tu dois être la fameuse Julie dont ta mère parle tant. » La fillette sourit, révélant une dent de devant manquante, et tendit la main formellement. « Enchantée de te rencontrer, Delphine. Maman dit que tu es très courageuse. » Avant que Delphine ne puisse répondre, Hélène apparut sur la terrasse, accompagnée d'un homme grand et imposant qui ne pouvait être que Robert Mercier. Malgré ses probables 70 ans, il maintenait une posture droite et une présence qui dominait immédiatement l'environnement. Ses yeux, les mêmes yeux verts de Charles et Hélène, examinèrent Delphine avec un intérêt sincère. « Alors c'est la jeune femme qui a bouleversé la vie de mon fils, » dit-il, sa voix grave, mais amicale, tandis qu'il descendait les marches de la terrasse pour la saluer. « Papa !» protesta Charles, visiblement embarrassé. Robert rit un son profond et sincère et tendit la main à Delphine. « Robert Mercier, bienvenue chez nous, Delphine. »« Merci de m'accueillir, monsieur Mercier, » répondit-elle, serrant sa main plus fermement qu'elle ne l'avait prévue nerveuse. « Robert, je vous en prie, » insista-t-il. « Toute personne qui fait sourire mes enfants, comme ils ont souri ces dernières semaines, mérite d'être à la première base avec moi. » Le déjeuner fut servi sur la terrasse, avec vue sur la ville. La table, décorée avec une élégance simple, était garnie de plats traditionnels français, cassoulet léger, salade niçoise et une variété de fromages frais. La conversation coula naturellement, Julie dominant une bonne partie avec des histoires d'école et de son amour récemment découvert pour le ballet. Delphine observait la dynamique familiale avec fascination. Hélène, toujours vibrante et directe. Charles, plus réservé mais visiblement détendu dans l'environnement familial. Robert, alternant entre l'entrepreneur perspicace et le grand-père gâteau. Et Julie, le centre d'attention, clairement adorée par tous. C'était un portrait de famille qui contrastait drastiquement avec les histoires qu'elle avait entendues sur les puissants Mercier. « Alors Delphine », commença Robert, tandis qu'il savourait le dessert, une crème brûlée qui, selon lui, suivait la recette de sa défunte épouse. « Hélène m'a dit que vous faites des merveilles à la Fondation. »« Elle exagère, » répondit modestement Delphine. « J'apprends encore. »« Sottise, » intervint Hélène. « En une semaine, elle a réorganisé tout le programme d'ateliers culturels dans les quartiers populaires et établi des partenariats avec 3 nouveaux artistes locaux. Le projet qu'elle a proposé pour Belleville a été approuvé à l'unanimité par le Conseil. » Delphine rougit aux éloges. « J'ai eu de bons professeurs. »« Peut-être, » concéda Robert, « mais vous avez aussi un talent naturel. Vous me rappelez ? Quelqu'un que j'ai connu il y a de nombreuses années. » Quelque chose dans la façon dont Robert dit cela, un ton presque nostalgique, captiva l'attention de Delphine. Avant qu'elle ne puisse y réfléchir davantage, Julie demanda la permission de quitter la table et de montrer à Delphine sa collection de coquillages, collectés lors de voyages avec sa mère. Tandis que les deux s'éloignaient, Robert les observa pensivement. « Elle me rappelle tellement Lucie », commenta-t-il à Charles et Hélène. « Qui ?» demanda Charles, confus. Robert parut momentanément surpris, comme s'il avait parlé à voix haute sans s'en rendre compte. « Personne. Juste une personne que j'ai connue il y a longtemps. » Hélène lança un regard curieux à son père, mais n'insista pas sur le sujet. Au lieu de cela, elle commença à parler des plans pour étendre le travail de la Fondation,
changeant effectivement le cours de la conversation. Plus tard, tandis que Charles et Hélène débattaient amicalement de politique sur la terrasse, Delphine aidait Robert à organiser quelques vieilles photographies qu'il avait décidé de lui montrer. « Voici Hélène à 5 ans, expliqua-t-il, désignant une petite fille souriante avec des tresses blondes. Et voici Charles à son premier fond. » Jour d'école, Delphine sourit, charmée par l'image d'un petit Charles, sac à dos sur les épaules et expression sérieuse. « Il a toujours été aussi sérieux ?» « Depuis sa naissance, confirma Robert avec un sourire affectueux. Charles a toujours porté le poids du monde sur ses épaules. Ça a empiré après le décès de leur mère. « Je suis désolé, murmura Delphine. « C'était il y a longtemps, répondit Robert, son regard distant un moment. Béatrice était une femme extraordinaire. Je vois beaucoup d'elle en Hélène, la même force, la même détermination. » Il continua à parcourir les photographies jusqu'à s'arrêter sur une qui montrait une jeune femme élégante aux côtés d'un Robert plus jeune, lors d'une sorte d'événement formel. « C'est Béatrice ?» demanda Delphine, curieuse. Robert hésita, regardant la photographie avec une expression étrange. « Non, répondit-il finalement. C'est une autre personne. » Avant que Delphine ne puisse en demander plus, Robert passa rapidement à une autre photographie. Mais quelque chose dans cette image avait capté son attention, quelque chose de familier qu'elle n'arrivait pas à identifier exactement. L'après-midi avança agréablement, Julie convainquant tout le monde de jouer aux cartes sur la terrasse, tandis que le soleil commençait à se coucher, peignant le ciel de Paris en ton orange et rose. Vers 19h, Charles annonça qu'il devait partir car il avait une réunion tôt le lendemain matin. Tandis qu'il se disait au revoir, Robert prit les mains de Delphine entre les siennes, un geste étonnamment paternel. « Ce fut un plaisir de vous rencontrer enfin, Delphine. J'espère que ce n'est que la première de nombreuses visites. Le plaisir était le mien, répondit-elle sincèrement. Merci de m'avoir accueilli si gentiment. Baliverne, dit-il, balayant l'air d'un geste. Vous faites déjà pratiquement partie de la famille. Sur le chemin du retour vers Neuilly, Delphine resta inhabituellement silencieuse, perdue dans ses pensées. « Tout va bien ?» demanda Charles, lui lançant un regard inquiet. « Mon père peut être un peu intense parfois. »« Non, ce n'est pas ça, assura-t-elle. Votre père a été merveilleux, c'est juste que... il y avait quelque chose de familier chez lui. Je n'arrive pas à l'expliquer. » Charles sourit. « Hélène dit la même chose de vous, que dès le premier. À un moment, elle a eu l'impression de vous connaître déjà. » Lorsqu'ils arrivèrent à l'appartement de Neuilly, Charles insista pour l'accompagner jusqu'à la porte, une habitude qu'il avait prise ces dernières semaines, bien qu'il n'y ait plus de menace d'Henri. « Vous voulez entrer ?» invita Delphine hésitante. C'était la première fois qu'elle faisait cette invitation. Charles parut momentanément surpris mais acquiesça. Avec plaisir. Dans l'appartement, Delphine proposa un café, que Charles accepta. Tandis qu'elle s'affairait dans la cuisine, il observait l'espace qui, en seulement 2 semaines, était devenu véritablement le sien. De petites touches personnelles étaient partout. Des livres sur les étagères, un vase avec des fleurs fraîches, des photographies dans des cadres simples. C'est l'une de ces photographies qui attira son attention. Une jeune femme tenant un bébé, avec un homme à ses côtés. Les parents de Delphine, présuma-t-il. « Voici le café, dit-elle, revenant avec 2 tasses. « Merci, répondit Charles, acceptant la boisson. « Ce sont vos parents ?» Delphine regarda la photographie et sourit. « Oui, celle-ci a été prise. Quand j'avais seulement quelques mois. » Charles étudia l'image de plus près et ressentit une étrange sensation de déjà-vu. Il y avait quelque chose de familier chez la femme de la photographie, quelque chose qu'il n'arrivait pas à identifier précisément. « Votre mère était très belle, » commenta-t-il. « Elle l'était, » acquiesça Delphine, une touche de tristesse dans sa voix. « Elle est décédée quand j'avais 16 ans, cancer. »« Je suis désolé, » dit sincèrement Charles. « Perdre une mère est... il n'y a pas de mots. » Un silence compréhensif s'établit entre eux, le type de connexion qui n'existe qu'entre personnes, ayant partagé des douleurs similaires. « Charles, » commença Delphine avec hésitation, « il y a quelque chose que je voulais vous demander. » Depuis des jours. « Quoi ?» demanda-t-il, posant sa tasse sur la table basse. « Pourquoi m'avez-vous vraiment aidé cette nuit-là au bar ?»« La vérité. » La question plana entre eux, chargée d'implications.
Charles respira profondément, considérant sa réponse. « Initialement, c'était de l'instinct, admit-il. J'ai vu quelqu'un en danger et j'ai réagi. Ensuite, quand j'ai découvert toute la situation avec Henri, c'était de l'empathie. Je savais ce qu'Hélène avait traversé et je ne pouvais pas ignorer quelqu'un dans la même situation. » Il fit une pause, ses yeux rencontrant les siens. « Mais la vérité complète. Depuis le moment où vous vous êtes caché sous cette table, j'ai ressenti une connexion que je ne peux pas expliquer rationnellement. Comme si je vous connaissais déjà d'un autre endroit, d'une autre vie peut-être. » Delphine sourit doucement. « J'ai ressenti la même chose. Je le ressens toujours. » Lentement, comme s'il testait aux inconnus, Charles s'approcha d'elle sur le canapé. Sa main trouva la sienne, leurs doigts s'entrelaçant naturellement. « Delphine, je sais que tout est arrivé très vite, que vous venez de sortir d'une relation terrible et que vous avez probablement besoin de temps et d'espace. »« Charles, » l'interrompit-elle gentiment, « arrêtez d'essayer d'être si rationnel tout le temps. » Et alors, avec un courage qui les surprit tous les deux, Delphine se pencha et l'embrassa. Ce fut un baiser doux, hésitant au début, puis plus profond à mesure que Charles répondait, ses mains trouvant le chemin jusqu'au visage d'elle. Quand ils se séparèrent enfin, ils étaient tous deux essoufflés, comme des adolescents après qu'un premier baiser. « Waouh !» murmura Charles, un sourire sincère illuminant son visage habituellement sérieux. « Waouh, en effet !» acquiesça Delphine, riant doucement. Le moment fut interrompu par le téléphone de Charles. Il l'ignora d'abord, mais quand il sonna pour la deuxième fois consécutive, il soupira et vérifia l'écran. « C'est mon père », dit-il, fronçant les sourcils. « Étrange qu'il appelle à cette heure. » Il répondit, écoutant attentivement pendant quelques instants, son expression passant de la confusion au choc. « Vous êtes sûr ?» demanda-t-il, sa voix tendue. « Oui, je suis avec elle maintenant, je comprends. Nous serons là demain matin. » Quand il raccrocha, son visage était pâle. « Que s'est-il passé ?» demanda Delphine, inquiète. « Quelqu'un est blessé. » « Non, rien de tel, » assura rapidement Charles. « C'est juste que papa vient de faire une découverte à propos de vous, à propos de votre famille. » Delphine fronça les sourcils, confuse. « Quoi à propos de ma famille? Je ne comprends. » « Passe. » Charles respira profondément, luttant visiblement pour organiser ses pensées. « La femme sur la photographie que mon père a montrée aujourd'hui, celle qui n'était pas ma mère, était Lucie Aubert, » expliqua-t-il lentement. Selon mon père, c'était une architecte talentueuse qui a travaillé avec lui au début de Mercier Construction, il y a plus de 30 ans. « Aubert » répéta Delphine, le nom de famille identique au sien, ne passant pas inaperçu. « Ça pourrait être une coïncidence. » « Ce n'en est pas une, » continua Charles, sa voix basse. « Après avoir vu la photo de votre mère aujourd'hui, mon père a commencé à faire des connexions. Il vient de confirmer. Lucie Aubert était votre tante, la sœur aînée de votre mère. » Delphine eut l'impression que le sol avait disparu sous ses pieds. « Ma tante. Mais ma mère n'a jamais mentionné avoir une sœur. Elle a toujours dit qu'elle était fille unique. Apparemment, il y a eu une grave dispute familiale avant votre naissance. Votre tante et votre mère se sont complètement éloignées l'une de l'autre. Et votre père connaissait ma tante, » conclut Delphine, essayant de traiter l'information. Mais cela n'explique pas pourquoi il semblait si bouleversé au téléphone. Charles hésita, clairement incertain sur la façon de continuer. « Charles, s'il vous plaît, qu'a-t-il dit d'autre ? » « Mon père et votre tante n'étaient pas seulement des collègues de travail, » révéla-t-il finalement. « Ils ont eu une relation sérieuse pendant près de 2 ans avant qu'ils ne rencontrent ma mère. Il était amoureux d'elle. »« Quoi ?» s'exclama Delphine, choquée. « Mais alors pourquoi ?»« Elle a disparu, » expliqua Charles. « Elle a simplement disparu un jour, laissant seulement une lettre disant qu'elle devait s'éloigner. Mon père n'a jamais su pourquoi. Quelques mois plus tard, il a rencontré ma mère et le reste appartient à l'histoire. Mais il n'a jamais complètement oublié Lucie. »« C'est surréaliste, » murmura Delphine, se levant pour marcher dans la pièce, essayant de traiter les révélations. « Alors, qu'est-il arrivé à ma tante? Où est-elle maintenant ?» L'expression de Charles devint sombre. « Personne ne sait. Selon mon père, elle n'a jamais été revue après avoir quitté Paris. Il a essayé de la retrouver pendant des années, sans succès. Mais ça n'a pas de sens, protesta Delphine.
Pourquoi ma mère n'aurait-elle jamais parlé d'une sœur? Pourquoi garder cela secret? C'est exactement ce que mon père veut découvrir, répondit Charles. Il est en train de réviser d'anciens dossiers, de contacter des personnes qui connaissaient Lucie. Il a demandé que nous allions chez lui demain. Il croit que vous méritez de connaître la vérité sur votre famille. Delphine s'assit à nouveau, submergée. En seulement 2 semaines, sa vie avait complètement changé. Elle s'était libérée d'une relation abusive, avait commencé une carrière prometteuse et maintenant découvrait des secrets familiaux qui avaient été soigneusement enterrés pendant des décennies. « Vous allez bien ?» demanda Charles, s'asseyant à côté d'elle et prenant sa main. Elle le regarda, ses yeux verts qui au début lui avaient donné un sentiment de sécurité et qui maintenant lui faisaient se sentir aimé, et sourit faiblement. « Je suis confuse, choquée. Mais étrangement, je vais bien, » répondit-elle honnêtement. « Quelle que soit la vérité, je veux la découvrir. Je veux comprendre qui était vraiment ma famille. » Charles acquiesça, serrant sa main. « Et vous ne serez pas seul. Je serai à vos côtés à chaque étape du chemin. » Cette nuit-là, allongé dans son lit tandis que Charles dormait sur le canapé, tous deux avaient convenu que, malgré le baiser, ils devaient y aller doucement, Delphine réfléchissait à la façon dont la vie pouvait changer si drastiquement, en si peu de temps. D'une serveuse terrorisée se cachant d'un ex abusif, elle s'était transformée en une femme redécouvrant non seulement sa force, mais aussi son passé. Demain apporterait des réponses, peut-être douloureuses, peut-être libératrices. Mais une chose était certaine, elle ne serait pas seule pour les affronter. Elle avait Charles, Hélène et même Robert, une famille improbable formée à travers des circonstances extraordinaires.